La discrétion est fortement recommandée. Ce qui suit est le témoignage intégral devant le tribunal fédéral du procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. Lorsque Jem Fox est monté à la barre, personne n'aurait pu prévoir la tempête qu'il s'apprêtait à déclencher. Pendant des mois, un nuage de spéculation a plané sur la soudaine dépression de Jem, rumeurs d'une mystérieuse crise médicale, teasers énigmatiques sur Instagram, silence total de ses proches et avertissements étouffés selon lesquels un puissant homme souhaitait le réduire au silence pour de bon. Aujourd'hui, sous serment et au vu et au su de tous, Jem lève le voile sur tous les secrets. Il cite des noms, lève le voile sur les tristement célèbres rassemblements de Diddy et dévoile les dessous sombres d'une industrie fondée sur l'influence et l'intimidation. Vêtu d'un costume noir impeccablement coupé, son sang-froid était presque inébranlable, même si ses mains trahissaient la tension qu'il avait endurée. Ce n'était pas seulement un problème de santé, commença-t-il d'une voix ferme malgré le tremblement de ses doigts. C'était un message, et j'étais censé en assumer la responsabilité. Sur ces mots, un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience. Il a raconté comment, dans les semaines précédant son effondrement, un SUV noir non identifié l'avait suivi dans 4 villes différentes sans plaque d'immatriculation, sans pitié. Puis, sur le plateau, quelques jours avant sa maladie, il y a eu la confrontation, un inconnu réclamait 35 000 $ pour son silence, brandissant des images granuleuses tournées lors d'une soirée privée de Diddy. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils avaient de moi, a témoigné Jem, mais je savais exactement qui les avait envoyés. Le message était clair, quelqu'un rassemblait des fragments de sa vie pour faire pression et se préparer à le réduire au silence. Des SMS anonymes ont suivi, n'oublie pas qui t'a mis ici, et, plus effrayant encore, tu en as trop vu. Jem a admis avoir d'abord pris ces messages pour une blague, jusqu'à ce qu'un courriel nomme sa fille et son école. C'est alors qu'il a lancé un ultimatum à son équipe, s'il m'arrive quelque chose, dites-le par son nom et assurez-vous que ma voix survive. Il n'y avait aucune vanité dans ses paroles, seulement un calme mesuré, comme celui d'un chirurgien exposant un diagnostic. J'ai failli mourir, dit-il, marquant une pause pour laisser le poids de ses mots retomber. Pas d'un accident vasculaire cérébral, ni à cause d'un vaccin ou d'un accident, mais parce que j'en savais trop et que je posais les mauvaises questions. Le matin où son corps l'a trahi, il s'est réveillé haletant, incapable de parler ni de bouger son bras droit, sa poitrine et son cou, se sentant écrasé par une force invisible. La sécurité l'a conduit d'urgence à l'hôpital, où les médecins ont évoqué la possibilité d'un AVC ou d'une crise d'épilepsie. Jem les a interrompus, je savais que ce n'était pas naturel. Dans les couloirs stériles de l'hôpital, l'isolement devint son seul allié. Dans une déclaration publique, sa famille remercia les sympathisants sans rien révéler, ses amis restèrent dans l'ignorance, car ils ne faisaient confiance à personne. Pendant qu'il me tâtait et me poussait, a-t-il déclaré au jury, j'ai compris que ce n'était que le début. Puis vint la visite de la police ou une enquête déclenchée par un indice selon lequel il aurait été empoisonné. Il n'avait jamais prononcé ce mot à voix haute, mais une infirmière l'avait entendu murmurer à son médecin, j'ai l'impression qu'on m'a administré quelque chose. Malgré des résultats d'analyse peu concluants, sa conviction ne vacillait jamais. Le corps ne ment pas, dit-il doucement. Pendant sa convalescence, Jem a découvert que son téléphone avait disparu, ainsi que son journal intime et les images de surveillance de la nuit précédant son malaise. Quelqu'un a nettoyé le système, a-t-il dit à voix basse. J'avais l'impression d'être déjà mort. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas publié de selfie depuis son lit d'hôpital, il a simplement répondu « Je n'allais pas faire semblant d'aller bien après avoir regardé la mort en face ». Puis il prononça le nom qui électrisa les journaux, Sean Combs, plus connu sous le nom de Puff Daddy, Diddy. Il se pencha en avant, le regard fixe. C'est lui qui, je crois, voulait me faire taire. Au fil des ans, a témoigné Jem, Diddy l'avait courtisé dans des soirées exclusives initialement de simples rencontres mondaines, avec champagne onéreux et visage familier. Mais les invitations devenaient plus étranges, téléphones interdits, précisait-il, et un accord de confidentialité couvrait non seulement ce dont on était témoin, mais aussi qui on voyait et avec qui on était vu. Derrière des rideaux de velours, des escortes conduisaient les invités dans des recoins ombragés, où politiciens, athlètes et acteurs se livraient à des activités que personne n'admettait sous serment. Jem n'a jamais participé. Il trouvait cela mal et refusait de jouer le jeu. Et c'est ce qui, expliquait-il, le rendait dangereux à leurs yeux. Après avoir poliment décliné une invitation pour 2022, un associé de Diddy lui a rappelé « Ne fais pas semblant d'être nouveau, tu oublies qui t'a mis dans le coup ». Il essaya d'en rire, mais la tension ne fit que croître. Des connaissances communes le pressaient de garder le silence,
le mettant en garde lors des interviews. Il décrivit un moment en particulier, un artiste célèbre s'éloignant d'une pièce privée en titubant, visiblement secoué, comme un homme qui aurait entrevu le bord d'un cauchemar. Et c'est à ce moment-là que Jem ne put plus se taire. Ce qui avait commencé comme un avantage réseau s'est transformé en un secret instrumentalisé, un secret qu'il a failli payer de sa vie. Il se pencha en avant sur son siège et murmura, ce type tremblait. Il avait aperçu quelque chose dans une arrière-salle cette nuit-là ou une image gravée dans son esprit et il jura de ne jamais revenir. L'artiste n'en parla jamais publiquement, mais Jem portait ce souvenir comme une cicatrice, craignant toujours d'être le prochain. Lorsque le témoignage de Jem a été interrompu pour la journée, il s'est penché vers le micro et a prononcé une phrase si puissante qu'elle a plongé le public dans le silence. Si je me tais maintenant, je deviens partie prenante de leur silence et ils ont compté sur le silence pour maintenir tout le monde dans le droit chemin. C'est fini. Je refuse de me taire. Sa voix baissa encore d'un ton. Il se souvint d'une interview devenue virale, celle où il plaisantait sur Nick Cannon qui s'était installé sur son canapé à 13 ans. Sur le moment, c'était drôle, un simple flashback. Mais plus tard, j'ai réalisé que ça signifiait bien plus. Jem se tourna vers le jury. Nick n'était pas un invité, il fuyait quelque chose. Lors de conversations privées, Nick avait confié des expériences étranges, d'étranges introductions au show business qui le mettaient profondément mal à l'aise. Il m'a dit, Jamie, tu m'as sauvé. Tu étais en sécurité chez toi, dit Jem, et on pouvait lire le poids de ses mots dans ses yeux. Puis la bombe est tombée, Jem a relié ses histoires à Didi lui-même. Au fil des ans, des dizaines de jeunes talents garçons et filles ont été passés par les luxueuses demeures de Didi, pour finalement disparaître du milieu sans explication. Ce n'étaient pas des étoiles montantes, a déclaré Jem. C'étaient des dommages collatéraux. L'atmosphère de la salle d'audience était plus pesante, chacun sentait qu'il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais d'un schéma inquiétant. Face au jury, Jem marqua une pause avant de prononcer le nom qui allait tout changer. Kim Porter. Sa voix se brisa. Plus que l'ex de Didi, c'était une mère dévouée et une entrepreneuse prospère qui vivait dans la peur. Des mois avant sa mort subite, elle avait pris Jem à part lors d'un événement privé. Elle ne souriait pas, elle ne bavardait pas. Elle l'avait mis en garde, fais attention à qui tu fais confiance, Jem. Il y a des yeux partout. Elle lui dit qu'elle comptait raconter son histoire à un journaliste ou peut-être à un agent fédéral. Elle en a trop vu. Et elle était terrifiée. Et puis, comme ça, dit Jem, elle est partie. Kim Porter est décédée en avril 2018, officiellement d'une pneumonie, mais pour Jem et bien d'autres cette explication n'a jamais tenu. Elle était pleine de vie, en bonne santé, et elle avait toutes les raisons de se battre. Ce n'était pas une tragédie fortuite, dit-il. Il s'est ensuite tourné vers Albé et sur, l'ancien compagnon de Kim et père de son enfant. Dans les jours qui ont suivi sa mort, les publications d'Al sur les réseaux sociaux sont passées du deuil au mystère, comme si quelqu'un avait modifié ses propos sous la contrainte. Jem a révélé qu'Al l'avait contacté en privé, lui disant qu'il se sentait en danger, que ses affaires avaient été volées et qu'il sentait que quelqu'un épiait chacun de ses mouvements. Jem a ensuite énuméré d'autres morts subites liées à l'entourage de Didi, Evid et André Harel. Ils sont tous partis, a-t-il dit. Tous à part ce qu'ils savaient des choses qu'ils n'étaient pas censés savoir. Il a ajouté que deux des amis les plus proches de Kim lui avaient confié l'existence d'un journal intime qu'elle tenait, un compte rendu méticuleux de conversations, de dates, de noms et d'événements. Ce journal a disparu après sa mort. Je ne crois pas qu'il ait été égaré, a déclaré Jem au tribunal. Je pense que quelqu'un l'a pris. L'accusation s'est penchée en avant, sentant qu'elle avait enfin relié les points, une mère effrayée, une série de morts mystérieuses et un homme puissant dont l'influence pouvait enterrer n'importe quelle vérité. Puis Jem lança la dernière phrase qui perça le silence de la salle d'audience. Kim était prête à parler. Maintenant, je parle pour elle. Les jurés se redressèrent, les spectateurs retinrent leur souffle, et le poids de ses mots plana dans l'air. Il est ensuite passé à la soirée qui avait tout changé pour lui. C'était début 2022, quand j'ai reçu une invitation de dernière minute à une soirée privée à Beverly Hills. J'ai failli décliner, pensant que ce serait juste un verre et de la musique. Il hésita, puis ajouta, ce n'était pas le cas. Jem décrivit l'immense propriété, ses hauts murs et ses gardes discrets, où les téléphones étaient confisqués à l'entrée. À l'intérieur, la fête ressemblait davantage à un enterrement, musique douce, conversation feutrée, lumière tamisée, bougies vacillantes dans tous les coins.
Il reconnut des athlètes de renom, des musiciens de renom, des cadres, mais quelque chose dans leur visage paraissait tendu, craintif. Ils le guidèrent vers un couloir qu'ils appelèrent la salle d'or, un lieu secret pour le « vrai réseautage ». Jem jeta un coup d'œil par une fente du rideau et aperçut un adolescent, pas plus de 17 ans, entouré d'hommes en costume. Le regard du garçon était vitreux, l'air abattu. La peur lui serrait le ventre. Il se retourna pour partir, mais une main lui saisit l'épaule. « Reste, Jem. Tu es des nôtres maintenant », lança un homme à voix basse. Jem le regarda droit dans les yeux et répondit « Non. Je ne le suis pas. » Il est parti et n'est jamais revenu. Peu de temps après, les menaces ont commencé, des appels téléphoniques menaçants, des messages anonymes l'avertissant de garder le silence sous peine de subir le même sort que les autres. Il a conclu cette partie de son témoignage par une confession, c'est à ce moment-là qu'il a su que ce n'était pas de la paranoïa. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il était tombé sur quelque chose de maléfique, quelque chose de bien plus sombre que le vernis hollywoodien. Debout devant le tribunal, Jem a finalement admis avec une conviction tremblante, « J'ai tout vu. Je n'étais pas censé le voir, mais je l'ai vu. Je n'oublierai jamais. » Il s'appuya sur le banc des témoins, resserrant sa prise tandis qu'il racontait la phase de dissimulation. Après cette nuit éprouvante, il commença à tout documenter méticuleusement. Il enregistra chaque texto, demanda à son équipe de sécurité de filer les SUV noirs qui l'encerclaient et installa des caméras supplémentaires à son domicile et sur le plateau. Mais il a ensuite laissé échapper le coup de théâtre final, terrifiant, le lendemain de son malaise et de son hospitalisation, tout son système de surveillance domestique avait été effacé au plus aucun bug, aucun code d'erreur ou tout simplement disparu. Son équipe a d'abord mis en cause un problème technique, jusqu'à ce qu'il découvre que le disque dur avait fondu comme par le feu. Le silence s'est installé. Puis Jem a murmuré, « Ils nous observent. Et ils peuvent tout effacer, sauf ce que je garde en mémoire. » Il emportait avec lui une série de photographies présentées comme preuves qui ont immédiatement suscité l'étonnement. Le boîtier du disque dur était visiblement déformé, ses contours métalliques déformés comme s'ils avaient été soumis à une chaleur intense. Pourtant, cette déformation physique n'était qu'un début. Jem se souvenait que, dans les jours précédant son effondrement soudain, l'atmosphère sur le plateau était devenue dangereusement désordonnée, des câbles électriques serpentaient dans les allées, des capteurs de lumière de sécurité étaient inexplicablement enveloppés de tissu, et le matériel était disposé en désordre, là où il n'avait rien à faire. Un soir, il trébucha sur un câble qui n'aurait pas dû se trouver là. Il balaya l'incident d'un rire moqueur, mais 2 jours plus tard, il se retrouva à l'hôpital. En quête désespérée de clarté, il contacta les producteurs, exigeant toutes les images disponibles des coulisses, les caméras de sécurité du plateau, les moniteurs des couloirs, et même les enregistrements du parking. À chaque fois, on lui répondit que les fichiers étaient corrompus et irréparables. Puis vint le coup le plus dur, la vidéo de la nuit même où quelqu'un avait tenté de lui extorquer 35 000 $ avait complètement disparu. Jem marqua une pause à la barre, croisant le regard du juge. « Comment se fait-il, demanda-t-il d'une voix ferme, que les caméras s'arrêtent dès que je suis là? Les dossiers disparaissent, les preuves s'évaporent. Ce n'est pas de la paranoïa si c'est une habitude. » Il se pencha et rapporta un message d'un membre anonyme de l'équipe ou une simple capture d'écran d'un fil de discussion intitulé « Protocole d'incendie Fox ». Des points précisaient les plans pour contrôler le récit, empêcher les fuites avant qu'elles ne commencent, et même expurger les images à volonté. Confronté à cette situation, la société de production qualifia l'affaire de faux. Mais Jem crut chaque mot, cela confirmait sa plus grande crainte, qu'il se préparait à sa disparition. Interrogé sur les raisons de son retard, il a avoué « Je pensais pouvoir guérir et aller de l'avant. » Mais à chaque découverte, il réalisait qu'il ne s'agissait plus d'une question de guérison physique, mais d'une lutte pour sa survie. Le silence s'installa dans la salle d'audience tandis qu'il livrait ce qui ressemblait moins à un témoignage qu'à une confession. « Je suis resté silencieux parce que j'avais peur », a-t-il avoué. Face à des gens qui ont des milliards à leur disposition au jet privé, influence médiatique, quel choix avez-vous? Il a révélé comment, immédiatement après son hospitalisation, un intermédiaire lui avait proposé un accord de confidentialité, de fortes sommes d'argent pour garder le silence. Il a failli le signer, le contrat lui promettant une retraite confortable et une sécurité financière. Mais en lisant les petits caractères, il a compris le véritable prix, le silence à perpétuité. « C'est le jeu », a-t-il dit. Ils n'ont pas besoin de vous effacer s'ils peuvent simplement acheter votre silence. Un ami proche, toujours actif dans le milieu,
l'avait supplié de ne pas témoigner. Ils détruiront ta carrière, avait-il prévenu. Jem avait répondu sans hésiter, alors je tracerai une nouvelle voie. Mais je refuse de me taire. Ce qui l'avait finalement conforté dans sa résolution, avait-il dit, c'était d'avoir vu Cassie Ventura se tenir dans cette même salle d'audience, les mains tremblantes, la voix inébranlable. Si elle avait pu les affronter, lui aussi. Il a également salué d'autres voix courageuses, dont celle de Jaguar Wright, qui avait osé s'exprimer alors que la sécurité impliquait le silence. Il pensait surtout à Kim Porter, qui avait perdu la vie en protégeant ses enfants. « J'ai survécu », dit-il simplement. Cela me donne une responsabilité. Pourtant, la peur le tenaillait encore, des voitures inconnues étaient immobilisées devant son portail, un ami qui l'avait aidé à recueillir des preuves avait récemment été agressé dans des circonstances suspectes. « Mais si je meurs, déclara-t-il, je mourrai en disant la vérité. C'est quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais l'occasion de faire. » Ces derniers mots étaient délibérés, adressés directement à l'homme assis à quelques mètres de lui Didi, dont l'expression ne trahissait rien. « J'étais ton ami, dit Jem. Je t'ai défendu. J'ai ri à tes blagues, j'ai assisté à tes réunions. Mais j'en ai trop vu, et tu le savais ou tu as essayé de me faire taire par la peur. » Sa voix restait contenue, mais l'intensité était indéniable. « Tu as essayé de m'effacer. Quand tu as échoué, tu as essayé de me distraire. Et pourtant, je suis là. » Se tournant vers le jury et la galerie, il pointa Didi du doigt. Cet homme est plus qu'un magnate de la musique ou une célébrité, il fait partie d'un système qui se nourrit du silence, d'une culture qui fait commerce du secret et de la peur. Sa critique ne se limitait pas à un seul individu. Hollywood ne l'a pas seulement protégé, il l'a récompensé. Tandis que ceux d'entre nous qui s'exprimaient devaient se débrouiller seuls, les cérémonies de remise de prix continuaient de l'honorer, les magazines le saluaient comme un visionnaire et les dirigeants fermaient les yeux pour éviter de perdre leur profit. Il termina par un avertissement, non seulement à Didi, mais à tous ses complices, vous avez bâti votre empire sur des accords de confidentialité, sur la manipulation, sur la peur. Mais tout empire finit par craquer, et quand c'est le cas, il s'effondre rapidement. Il fixa Didi une dernière fois. Vous avez dit au monde que je ne parlerai jamais. Que j'avais trop peur, que j'avais une dette envers vous. Eh bien, je ne vous dois rien. Je me dois de dire la vérité. En descendant de la tribune, Jem ne se retourna pas. Le silence qui suivit n'était pas vain, c'était le bruit d'un mur de silence qui finissait par se briser.